Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver ce mois de janvier, mais pour lancer la saison sur route. On parle bien saison sur route, hein, le cyclisme c'est jamais arrêté, on va dire un petit peu. Mais donc la saison sur route qui vient de reprendre. On a eu le Tour Down Under Femmes qui a eu lieu ce week-end avec la victoire de Noémie Rugg, et on a le Tour Down Under Hommes qui vient de commencer ce mardi. Et à l'occasion de ces premières courses de la saison, on va évoquer les principaux changements de cette intersaison 2025-2026, avec notamment les plus gros transferts qui ont marqué cette intersaison, qui ont animé l'hiver, même un petit peu avant, et les changements de tête, changements d'équipe, auxquels il va falloir s'habituer en ce début d'année 2026. On va prendre le temps de voir ça avec aussi un petit peu nos interrogations, nos attentes particulières pour cette saison 2026. On va essayer de brasser un petit peu large. Et en tout cas, déjà, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne pour voir tout ça dans ce podcast. On est avec Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on est aussi avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors messieurs, je vous propose, on va commencer par parler des principaux transferts qui ont marqué cette intersaison. Il y a pas mal de noms. On pourrait dire peut-être que il y a eu des hivers qui ont eu davantage de quantité, mais il y a quand même eu certains noms assez marquants, assez importants. Forcément, vous la retrouvez sur la miniature du podcast. Le spoil était assez évident, mais je vais déjà vous lancer sur vos choix. Qu'est-ce que vous retenez ? Je vous ai laissé, comme ça, en préparant ce podcast, 2 choix chacun. On va commencer par le premier choix, et on tournera un petit peu. Mickaël, tiens déjà, pour commencer, qu'est-ce que toi tu retiens comme transfert marquant de cette intersaison pour 2026 ? Alors, j'ai choisi Remco Evenepoel. Bon, à la surprise générale. Je veux dire, il quitte son équipe, je veux dire, de toujours chez les pros, où il a, en 7 ans, il a un palmarès quand même XXL. Là, il va rejoindre une équipe qui est plus Red Bull, qui est plus tournée vers les courses par étapes, les grands tours, que ne l'était à la base Quick-Step quand il arrive, même s'il a eu quelques renforts, mais bon, Quick-Step, je pense qu'ils vont peut-être se recentrer, revenir plus sur les classiques comme avant. Donc Evenepoel qui va rejoindre une belle équipe, parce que bon, il y a quand même 2 autres anciens vainqueurs de Grand Tour. Ça court pas les rues, les équipes à 3 vainqueurs de Grand Tour. Roglic et Hindley. Il y a Lipovic, il y a Pellizzari. Il y a du matériel, sans compter Vlasov, et j'en oublie sûrement, il y a du gros équipier en montagne pour l'aider à gagner, je pense que son plus gros objectif, le Tour de France. Oui, c'est sûr que là, en termes d'encadrement, entourage, passer le Soudal Quick Step à la Red Bull pour Hans Grohe, et ça change, hein. Il y avait quand même de bons équipiers au sein de l'équipe belge, mais là, du côté de la Red Bull, tous les coureurs que tu as cités, c'est les principaux grimpeurs, et il y en a pas mal d'autres en stock. C'est quand même des sacrés noms. Anselme, bon, t'aurais bien aimé aussi prendre Remco Evenepoel si t'avais choisi en premier. C'était forcément le nom le plus évident, entre guillemets. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le transfert du Belge qui va comme ça quitter l'équipe Soudal Quick-Step, qui semblait presque bâtie, conçue, construite autour de lui au fil des années pour rejoindre la Red Bull? Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que les transferts comme ça de gros leaders d'une équipe à une autre, c'est pas toujours des réussites. En plus, il arrive dans une équipe qui est déjà très dense en termes de coureurs de classement général. Donc, faut voir comment ça va se faire avec les égos et autres. Alors, si sur le papier, il est effectivement
le meilleur coureur de l'équipe, celui qui a aujourd'hui les plus solides bases et euh, des coureurs comme Lipovic qu'on a vu sur le dernier Tour de France qui sont aussi assez jeunes, on peut avoir quelques tensions si ils venaient à se retrouver à plusieurs pour une lutte pour une place sur le podium. Je sais pas si le fait d'avoir augmenté, on va dire, la qualité de ses compagnons de route, ça lui donnera plus de chance. Je pense qu'on est à un point aujourd'hui où entre les très bons lieutenants ou des petits leaders, ça fait pas une grande différence. Donc Est-ce que non, avoir c'est voir signé aussi. chez Red Bull, ça peut aider pour toi, Remco Evenepoel, à gagner le Tour de France? Honnêtement, je suis pas sûr. Pourquoi? Après, à voir, peut-être que l'environnement, c'est plus une équipe belge. Est-ce que ça jouera? Est-ce qu'il sera peut-être il aura moins de pression ou quoi? On parle souvent des Français dans les équipes françaises à qui on met trop la pression. On leur dit d'aller voir ailleurs. Bah, est-ce que Remco, en quittant la Belgique, du moins pour la nationalité de son équipe, ça va lui permettre de s'améliorer encore. Je sais pas. On va regarder ça. Je pense que je vais regarder sa saison attentivement, mais je- pour moi, je sais pas si c'est rien ne garantit que ce soit une réussite. Ok, donc t'as des doutes un petit peu sur peut-être ce que ça peut donner un peu. Mickaël, toi, est-ce que t'as des doutes entre guillemets comme peut avoir Anselme ou t'es un peu plus convaincu par l'apport que peut avoir la Red Bull pour Remco Evenepoel déjà sur ce prisme-là dans un premier temps? En fait, le problème, c'est que il faut passer. En fait, il fait partie quasiment d'une division à lui tout seul, parce que bon, il y a deux coureurs qui sont assez là. Pour le moment, va au-dessus. Lui, on a vu quand il est là pour l'instant en forme, bah, il fait quasiment le troisième homme, et derrière, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, est-ce que le fait comme disait Anselme, de changer un peu d'air, ça va être positif ou négatif? Ça va être la grande question. Peut-être qu'il sera moins surveillé effectivement. Enfin, il y a peut-être un peu moins d'attente vu qu'il est plus dans une équipe belge. On sait que les Belges en Belgique, ça peut avoir une sacrée pression. Moi, je suis outre la valeur d'Evenpool, c'est vrai que je suis intrigué pour savoir ce que ça peut donner dans un nouvel environnement. Après, est-ce que ça va suffire effectivement pour franchir le cran restant? Mais le problème, quelle marche? Ça, seul l'avenir nous le dira. Oui, après, pour Remco Evenepoel, la marche qui reste, bon, c'est aller gagner le Tour de France, il peut aller gagner le Tour d'Italie, il ne l'a pas gagné, mais bon, en tout cas, c'est pas au programme de sa saison 2026. Remco Evenepoel va viser forcément le Tour de France. Euh, bon, on a pu voir sur ces deux participations au Tour de France qu'il y avait quand même un sacré écart par rapport déjà à Jonas Vingegaard pour la deuxième place, et en plus aussi derrière un écart encore aussi important par rapport à la première place avec Tadej Pogacar. Donc il va falloir suivre comment ça peut évoluer forcément. Et c'est vrai qu'après, vous l'évoquiez, le fait qu'il retrouve chez Red Bull un Florian Lipovic qui a fini troisième du Tour de France l'année dernière avec le maillot blanc. Quand Evenepoel abandonne le Tour de France, il n'a que 6 secondes d'avance sur Florian Lipovic. Donc, est-ce que par rapport à une certaine concurrence, le choix de la Red Bull Bora pour Remco Evenepoel, c'est le bon ou pas? Je sais pas. Peut-être après, je sais plus de quand date complètement son transfert. On sait pas à quel moment c'était fait aussi. Quand est-ce que ça a commencé à discuter? Mais ça a pu commencer à discuter avant le Tour de France. Et dans ce cas-là, il était peut-être la Red Bull n'avait peut-être pas avait moins confiance, je pense, en Florian Lipovic à ce moment-là. Oui. Donc après, c'est clair que peut-être qu'en voyant la fin de Tour de France, Remco s'est dit mince, mais en même temps, c'est le type de coureur être plutôt compétitif, donc à voir, parce que on sait aussi que il peut avoir du mal à garder son sang-froid, donc ouais,
À voir ce que ça va donner, s'il y a des petites frictions ou des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages. Mais ça peut très bien fonctionner, mais ça peut être aussi très divertissant. Bon, après, si on regarde aussi par l'autre prisme, est-ce que pour la Red Bull Borans-Grohe, signer Remco Evenepoel, c'est une bonne chose, un bon choix pour vous? Parce que aussi, pour l'équipe allemande, l'objectif, c'est d'aller remporter le Tour de France, ce qu'ils n'ont pas fait. Des grands tours, ils en ont remporté. Le Giro avec Jai Hindley, la Vuelta avec Primož Roglič. Pour l'instant, il manque le Tour de France. C'est l'objectif numéro 1. Est-ce que le recrutement de Remco Evenepoel, c'est un recrutement qui fait sens pour la Red Bull? Bah, dans le sens où Red Bull, c'est un peu, c'est pas une équipe, c'est pas une équipe ou un sponsor discret. Donc ils ont besoin d'une tête d'affiche. Remco Evenepoel, c'est quand même un des gros noms et je pense c'était, on va dire des très grands coureurs actuels, Pogačar, Van der Poel, Vingegaard, tout ça. Je pense que c'était le seul qui était accessible sur le moment. Ils avaient déjà réussi à avoir Roglič, mais bon, Roglič, l'âge faisant, on sait que il est plus proche de la pente descendante qu'autre chose. Donc c'était la meilleure carte à aller chercher, je pense, hein, pour eux, tant pour le côté médiatique que sportif. Michael, comment est-ce que tu vois la chose, toi, en se plaçant du point de vue de l'équipe, de ce côté-là, qu'est-ce que Evenepoel peut apporter à la Red Bull? Je rejoins ce que dit Anselme. À partir du moment, le duo infernal est inaccessible. Qui allait chercher Remco là, a déjà fait 3e du Tour. Est-ce que les autres voulaient spécialement bouger ou pouvaient bouger? Je pense pas. Donc clairement, au moins on va parler pas mal de la Red Bull avec Evenepoel. Après, c'est sûr que Roglič, c'est un peu compliqué maintenant pour gagner le Tour de France. Je pense qu'il ira ailleurs. Mais les autres, il y a de très bons coureurs, mais bon, après, je les mets pas dans top 5 ce Tour de France si tout le monde est là, forcément. Donc, Evenepoel est là, donc à Oui, voir. ça fait il y a peu de coureurs qui peuvent prétendre à ce niveau-là. Ça fait depuis 2021 que les 2 premières places du général du Tour de France sont occupées par les 2 mêmes coureurs, qui vont très certainement finir leur carrière dans ces équipes-là. Pogačar chez UAE, Vingegaard chez Visma. Donc derrière, bon, il y a pas non plus pléthore de choix. Et bon, on peut dire que Florian Lipovic, il vient de finir 3e du Tour, mais le recrutement de Remco Evenepoel, il s'est pas validé dans la folie du Tour de France. Hein. Il a été annoncé tout début août, donc ça a été fait, j'imagine, quand même bien en amont. Surtout que des rumeurs de départ d'Evenepoel de la Soudal, on en a eu un paquet depuis plusieurs années. Anselme, maintenant à toi de dire ton choix du coup, bon, qui va être forcément numéro 2 derrière Remco Evenepoel, mais l'autre transfert marquant que tu retiens de cette intersaison. Bah, c'est l'autre transfert on va dire, de coureurs de classement général, c'est celui d'Ayuso à Trek, enfin chez la Lidl Trek. Parce que Ayuso, c'est ce coureur un peu illisible, capable du meilleur et puis du pire dès qu'on lui demande a priori d'aider un coéquipier. Et le choix de la Trek sur un contrat long en plus, puisqu'il a signé jusqu'à 2030, dans une équipe où il rejoint Skelmose, où déjà pas encore arrivé, il y avait des histoires de on m'a pas dit que je serais leader sur tac et tout. Donc c'est un peu le transfert pareil côté sportif, hein. C'est un des gros espoirs qui a déjà 2 top 5 sur la Vuelta, qui cette année, hors du coup pour le général, a gagné deux étapes. Mais en même temps, abandon du Tour en 2024, abandon du Giro cette année. À chaque fois, on a l'impression que c'est parce que si on lui demande d'aider son leader, c'est pas ce qu'il veut. Donc c'est un peu
c'est un peu un gros pari de la Lidl Trek, sachant qu'elle a déjà pas mal de leaders à côté. Et en même temps, ça peut être, si ça fonctionne, ça peut être un superbe coup. Donc, c'est, ça va être pareil, un des coureurs à suivre cette année. Oui, puis c'est vrai que pour le coup, Juan Ayuso avec l'équipe UAE, ça s'était pas très bien terminé, on va dire. Il me semble qu'il avait encore quelques années de contrat, peut-être jusqu'à 2028, et que le contrat a été rompu de manière précoce, voilà, on va dire, et annoncé pendant la Vuelta, ce qui avait pas trop plu à l'Espagnol. Donc bon, c'était assez particulier, les relations étaient pas forcément au beau fixe en tout cas de ce qu'on peut en recevoir. Et donc c'est vrai que du coup ce départ vers l'équipe Lidl Trek où il va retrouver notamment Mathias Kielmose, aussi un Giulio Ciccone, Tao Geoghegan-Hart, voilà, pour les principaux grimpeurs qui sont au sein de l'équipe Lidl Trek. On va rajouter que la formation qui est désormais allemande a également signé Derek Guy, parmi les recrues très tardives pour le coup de cette intersaison. Et donc ça permet d'évoquer le fait que là aussi, pour Juan Ayuso, il y aura de la concurrence. Chez UAE, il avait une très grosse concurrence, puisqu'il y avait Tadej Pogacar à ses côtés. Là, est-ce que Lidl Trek, ça peut être pour toi Ansem, justement l'équipe qui peut lui permettre d'être plus ou moins tranquille au niveau du leadership, ou le fait d'avoir des Reggi, Mathias Kielmose, etc. à côté pourrait un petit peu l'embêter à ce niveau-là? Bah, je pense qu'il sera plus tranquille sur le leadership des classements, pareil, des grands tours au moins, parce que il y aura des Reggi, Skelmose un peu plus de mal, il a moins de références, donc je pense qu'il sera derrière. Derek Guy, après, pour l'instant, lui, il a vraiment le Giro de cette année, le Tour de l'année dernière, il était quand même un peu plus en retrait, c'est du fond de top 10, donc pas au niveau d'Ayuso. Et donc, on va dire qu'il a un vrai concurrent. Après, par contre, c'est plutôt, il sera pas leader unique parce que il y a de grandes chances que sur un Tour de France, en face de lui, il aura toujours un Pedersen ou un Milan qui aura une partie de l'équipe à son service. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est vrai. Donc, il faudra voir. Toi, Mickaël, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée de Juan Ayuso chez Lidl Trek? Est-ce que c'est une équipe qui peut bien convenir à l'Espagnol? Alors avec lui, on sait pas trop à quoi s'attendre. En tout cas, c'est sûr, c'est pas lui qui gagnera le prix d'équipier de l'année n'importe où. À moins qu'on ait une révélation, mais Ouais, à moins que, mais parce que j'ai vu que j'ai vu que Juan Ayuso était prêt à se mettre au service de Mathias Kielmose sur les courses d'un jour. Ça peut déjà être oui, un bon début. c'est déjà un bon début. Après, sur les courses par étapes, peut-être un peu plus de mal. Sur le papier, c'est Juan Ayuso, c'est un gros transfert. Hein. Parce que l'année dernière, il gagne comme Tirreno, une étape, 3 étapes de grand tour. Rien que, entre autres, sur les garanties sportives, il y en a. Après, on a bien vu quand il fallait se muer en tant qu'équipier, généralement, il finissait pas il avait beaucoup plus de mal. Et c'est ça qui m'intrigue un petit peu plus. Après, c'est vrai qu'on oublie, mais il a jamais que 23 ans, donc c'est dingue, mais il a que 23 ans. Oui, il est passé trop tôt, mais il a du temps devant lui encore. Voilà, donc logiquement, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, il a la plus grande valeur intrinsèque dans l'équipe. Après, effectivement, sur le Tour de France, que je pense que là, il aura les coups des franches pour le coup. Effectivement, il n'aura pas 7 personnes à son service. Effectivement, s'il y a Pedersen, je pense que Pedersen, il va venir et on va quand même l'aider un petit peu. Donc, intrigué. Très intrigué. Oui, puis c'est vrai qu'on a aussi cette impression de manière générale que l'équipe Lidl Trek, c'est une équipe qui est très collective, qui marche beaucoup sur les tactiques collectives, et que un grimpeur leader doit pouvoir se mettre au service de son co-leader sprinter quand il y a besoin. C'est peut-être là la plus grande inconnue, et que je vois bien avec vos interrogations, Anselme, Mickaël, c'est là la plus grande inconnue pour Juan Ayuso pour 2026. Est-ce qu'il va arriver à se fondre dans ce moule collectif? Bah ouais, c'est un peu ça. Après, tu fais bien rappeler, Lidl Trek, l'origine de l'équipe, c'est avant tout
d'attendre son co-leader pour faire 2 et 3 et pas premier. Oui, parce que Pourtant, ça permet en 2011, ça permet d'évoquer qu'Andy Schleck revient dans l'équipe en plus, tout à fait. en tant que Mais, assistant manager. Ouais, c'est J'ai plus un. le terme, mais il est là pour gérer C'est ça. une des parties au niveau du management. Et je crois que Frank Schleck est également déjà DS, mais Lidl Trek côté féminin. Ouais, c'est ça, lui, c'est chez côté femme. Mais donc déjà à l'époque, c'était plus important d'être ensemble que d'être premier. Donc c'est la question, est-ce qu'il sera capable de vraiment rentrer dans la philosophie de l'équipe? Pas sûr. Ouais, c'est vrai, c'est un un bon rappel que Lidl Trek à la base c'est la Léopard Trek des frères Schleck et Fabian Cancellara. Il s'en est passé des choses depuis. Mais bon, on verra. Et je vais faire un peu la même question que j'avais fait pour Evenepoel et Red Bull, savoir que est-ce que pour Lidl Trek, Juan Ayuso, c'est un bon choix, voire le meilleur choix, si on se dit que Evenepoel était déjà pris par la Red Bull, finalement, Juan Ayuso pour la Lidl Trek, est-ce que pour vous ça coule de source? Non. Qu'est-ce qui t'intrigue? Bah parce que justement, Ayuso c'est un peu un trublion, il peut venir un peu mettre la pagaille, alors que Trek c'est une équipe, enfin Lidl Trek ça marche hyper bien, ils sortent de ces 2-3 dernières saisons là, ils sont très solides derrière les deux, on va dire derrière la Jumbo UAE. On sent que leur coureur monte en puissance, ils ont des roules toujours, des gars qui marchent très fort, donc je pense, enfin ils en avaient pas besoin. Et c'était pas l'équipe qui devait faire ce genre de pari. Donc si ça fonctionne, c'est très bien, mais ils ont plus à perdre qu'à gagner, je pense, avec un gars comme Ayuso. Après, tu parles, ils n'avaient pas forcément besoin d'un coureur comme Ayuso. On peut dire dans un sens que pour l'instant, pour la Lidl Trek, depuis les frères Schleck justement, niveau classement général sur les grands tours, ça n'a pas forcément été la plus grande réussite. Ouais, mais justement, enfin, il n'y a pas que ça dans une saison. Enfin, même si aujourd'hui, de plus en plus, il faut que les équipes soient bonnes partout. Mais quand on voit un Skelmos ou même avec l'arrivée de Derek G, ça permettait déjà, on va dire, de combler. Elle n'était pas non plus totalement inexistante. Enfin, j'entends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas un problème en soi. Ok. Bon, et puis au passage, je me rends compte que j'ai oublié Chris Horner et Alberto Contador dans l'historique de l'équipe, et qui ont été un peu plus éphémères, on va dire. Mais oui, du coup, ça fait qu'il y a une certaine construction de Contador l'équipe. n'a pas rapporté de grands tours à l'équipe. Tout à fait. Contrairement à Chris Horner. Tout à fait. Contrairement à Chris Horner. Contrairement à Chris Horner. Mais Andy Schleck, il a remporté un grand tour, c'était pas chez Leopard Trek. Non, c'était Enfin, chez Saxo. Enfin, même si il l'a remporté alors qu'il était chez Leopard Trek, mais il l'a pas couru. Bref. Ouais, on va éviter de s'embêter, hein. Ça serait bien d'éviter d'avoir à refaire des calculs comme ça. Mickaël, toi, pour finir par rapport à la Lidl Trek, est-ce que comme Anselme, tu doutes de ce choix, de l'intérêt, la pertinence de recruter Juan Ayuso pour les besoins qu'elle a à Lidl Trek? Ah bah, les mêmes interrogations, ça va dépendre s'il se met plus au service du collectif. Ça peut bien profiter à tout le monde. Enfin, vaut mieux parce que sinon, je doute que, vu qu'il a retenu les leçons du AE, il a re-signé un très long contrat, mais je doute qu'au bout d'un moment, tout le monde voudra payer pour le récupérer. Il faudra voir ça, parce que oui, Juan Ayuso s'est engagé jusqu'en 2030. Hein, ça fait 5 ans de contrat. Bon, on est habitué à force aux contrats longue durée. On a des contrats à vie avec Wout van Aert, Marianne Vos par exemple. Donc bon, on verra. Je crois que c'est Mats Pedersen aussi qui a signé un contrat considéré à vie avec la Lidl Trek. Donc bon, écoutez, on verra ce que ça peut donner. En tout cas, Juan Ayuso, sur le papier, devrait être le leader de l'équipe Lidl Trek sur le Tour de France. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé, plus ou moins, avant le début de cette saison 2026. On va continuer ce que vous retenez des transferts de cette intersaison. Mickaël, je reviens vers toi justement. Ton deuxième choix sur les principaux transferts marquants, qu'est-ce que c'est pour toi?
Alors pour moi, c'était Olaf Koch chez Decathlon. Et une autre parce que c'est bon, Decathlon est plus habitué ces dernières années à jouer les classements généraux que les sprinteurs. Hein. Pas qu'ils n'ont pas eu de très bons sprinteurs dans leur histoire, Mais on peut mettre mais on peut mettre ta phrase au singulier. C'est ouais, c'est avec Yann disons Kersikou. qu'ils ont déjà eu des bons sprinteurs, mais sur tous ces Oui. dernières années. Mais Olaf Koch sur le papier, allez, s'il n'est pas top 5 sprinter mondial, il est pas loin. Donc, et on lui fait venir 3-4 équipiers en plus pour l'aider à gagner ses sprints. Donc, pour une équipe française bon, elle a des moyens maintenant. Moi, je trouve que c'est le transfert le plus important. Et surtout, c'est qu'en plus, c'est un gros renouvellement au passage, qu'il y a plus d'une dizaine de départs, pas à peu près pareil en arrivée. Le Décathlon, j'ai oublié le CMA CGM, par Voilà. exemple. Une première année pleine qui promet. Ah mais visiblement à chaque nouveau gros sponsor au sein de l'équipe, si on peut encore dire qu'elle est vraiment savoyarde, mais basée en Savoie en tout cas, à chaque arrivée de nouveaux gros sponsors, on fait venir un gros sprinter, Sam Bennett pour Decathlon, Olaf Koy pour CMA CGM. Bon, Sam Bennett avait pas été une franche réussite. Olaf Koy arrive bien plus tôt dans sa carrière au sein de l'équipe française, donc peut nourrir un petit peu plus d'espoir. C'est vrai qu'en effet, il arrive pas tout seul, hein, il arrive avec Robert Heiss qui vient d'Alpecin de Koenig, avec Casball qui vient d'XDS Astana, et Dan Holle qui vient de la Lidl Trek, ce qui devrait certainement lui faire un joli train de sprint. Puis on n'oublie pas non plus Tobias Lund Andresen qui vient de la Picnic, qui est aussi un bon sprinter. Et on évoquera rapidement après toutes les autres recrues, parce qu'il y en a beaucoup au sein de la Décathlon CMA-CGM. Mais Anselme, pour t'interroger là-dessus, Olaf Koy chez Décathlon CMA-CGM, est-ce que toi tu penses que ça peut faire un bon mariage? Bah, il y a pas de raison. Enfin, il arrive dans une équipe qui a fait en sorte qu'il ait des coureurs pour l'accompagner. On sait que, comme l'a dit Mickaël récemment, AG2R, le sprint, c'est pas forcément ça, même si Sam Bennett a fini quand même par m'a ramené un maillot rose à AG2R. C'était peut-être les 4 jours de Dunkerque et pas le Giro, mais c'est quand même. Mais bah, moi, je pense que il a tout pour s'épanouir parce que, il va avoir des libertés sur le calendrier qu'il veut faire. L'équipe sera axée autour de lui. Donc, non, je pense que c'est pour les deux parties, c'est un bon point. On va juste comme aussi préciser d'ailleurs pour Olaf Koy que son début de saison va être un petit peu retardé parce que le néerlandais est victime d'un virus, donc on pourra pas le voir tout de suite en œuvre. Il aurait dû participer à Paris-Nice notamment, il me semble. Mais là pour l'instant, son début de saison est retardé. On sait pas quand est-ce que le sprinter néerlandais pourra démarrer. Encore une fois, je vais vous inverser la question, messieurs. On n'a pas parlé de l'apport pour Decathlon d'un sprinter comme Olaf Koy. Mais pour Olaf Koy, qu'est-ce que ça peut changer de rejoindre, de quitter déjà l'équipe Be Smile the Bike pour rejoindre Decathlon CMA CGM, là pour 2026? Mickaël, qu'est-ce que ça peut lui apporter, Olaf Koy, dans sa carrière? Bah, il va être sur les sprints, il va être leader unique. À la Visma, on voit que il y a quelqu'un comme Brennan commence à pousser Très beaucoup, fortement. notamment très fortement. Donc du coup, il a sans oublier bon après il y a d'autres sprinters, bon Zingle et Laporte, bon mais bon c'est plus un peu différent, mais bon c'est pas totalement du sprint pur, mais dans d'autres catégories. Là il va avoir les coups des franches. Là clairement, je pense que quand il va s'aligner où il veut, il aura l'équipe pour lui la plupart du temps. Bon, sauf si le Tour de France, il aura peut-être pas tout le monde parce que bon, il faudra peut-être partager un peu, mais il va être leader unique. Donc pour lui, c'est bien. Et pour Decathlon, si le mariage se passe bien, ça va faire beaucoup de victoires et du coup, c'est bon pour l'image, pour l'équipe. Oui, puis alors tu dis peut-être pas vraiment
la pleine place sur le Tour de France. Si cette année, déjà s'il se remet bien de son virus, mais s'il arrive à bien partir dans sa saison et qu'il est au départ du Tour de France cette année, on peut se dire que ça sera le leader numéro 1 de l'équipe. Parce que derrière un Félix Gall est envoyé sur le Giro, je crois qu'on serait plutôt pour Mathieu Riccitello également, pas forcément sur le Tour de France. Riccitello qui est une des autres recrues, on y reviendra. Il y aurait un Paul Sexas qui pourrait être sur le Tour de France, mais pas forcément avec une grosse équipe complète, donc moyen d'avoir un bon train, et déjà, ne serait-ce que tout simplement découvrir le Tour de France, ce que Olaf Koy n'a pas pu faire chez Visma, avec un Jonas Vingegaard qui visait la victoire au classement général. C'était un petit peu bouché sur ce plan-là. Et est-ce que peut-être on peut dire que changer d'équipe, comme ça, quitter la Visma, où il pouvait être un petit peu barré, entre guillemets, par l'omniprésence de Jonas Vingegaard dans la lutte pour les classements généraux, et rejoindre l'équipe Decathlon CMA-CGM, ça peut permettre peut-être à Olaf Koy de devenir le sprinter numéro 1 au monde? C'est possible. Après, c'est toujours après, il est comme, comment ça s'appelle? On peut faire ce qu'on veut, mais sur un grand tour, il y a que 8 places. Et vu que certaines équipes, il y a déjà, il peut y avoir il pourrait limite aligner 2 équipes et de très haut niveau, au bout d'un moment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Donc là, il sait que normalement, s'il est rétabli, il sera sur le Tour de France sans aucune hésitation. Oui, mais en tout cas, la place, elle n'y était pas chez Visma. Et pour l'instant, elle pourrait y être chez Decathlon CMA-CGM. Elle devrait y être en tout cas pour Olaf Koy, pour lui permettre de découvrir la grande boucle. Alors après, je me permets d'élargir un petit peu pour Decathlon CMA-CGM, parce que il n'y a pas que Olaf Koy, j'ai évoqué rapidement Tobias Lund Andersen, un Mathieu Riccitello, et on a aussi un Tish Benoot qui rejoint l'équipe, sans oublier Gregor Mühlberger qui est là pour vraiment épauler Félix Gall tout au long de la saison, et je complète avec Antoine Lotte qui monte de la réserve, et avec ça j'aurais cité toutes les recrues de l'équipe française. On a un gros changement, un gros bouleversement quand on perd des coureurs comme Benoît Cosnefroy, Bastien Tronchon, Dorian Godon, le champion de France, Clément Berthet, Sam Bennett, Bruno Armirail, etc. Est-ce que c'est un recrutement qui peut bien placer l'équipe Decathlon CMA-CGM vers son objectif d'être top 5 au classement par équipe? Bonne question. Ah, mais je suis ravi que tu me dises que j'ai des bonnes questions. Mais est-ce que du coup, entre guillemets, on sait que Decathlon CMA-CGM avec Dominique Sariès a de grandes ambitions. Est-ce que là, sur ce mercato, pour toi, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions? Bah, je sais pas, pour moi, c'est un peu un recrutement, on va dire, ils recrutent au nom, tout ça. Mais personnellement, moi, je suis pas fan du tout. Hein. On a perdu, je veux dire, l'âme de l'équipe. Enfin, déjà le départ de l'avenue. Puis là, la moitié des départs, c'est des cadres et c'était des gros coureurs de l'équipe. Une équipe, c'est des noms, mais c'est aussi une dynamique. Le discours du nouveau de Series, moi, je le trouve pas terrible. Enfin, je suis pas sûr que sur le long terme, ce soit bénéfique. En tout cas, son modèle de référence, c'est la Visma, de Richard Plug. Ouais. Ouais, non, mais il aurait dû choisir UAE, ça marche mieux. Mais non, mais c'est marrant parce que Vincent Lavenu, quand on l'avait eu en podcast à la fin de l'année dernière, il nous disait un petit peu la même chose. Le côté il appréciait ce côté humain qu'il avait réussi à mettre dans son équipe, en citant en exemple UAE qui réussissait à bien performer en mettant de l'humain. Et bon, en sous-texte, on comprend que l'humain c'était pas forcément ce qui régnait le plus visiblement au sein de l'équipe de Dominique Sarias. Ah non, mais la AG2R, j'étais pas né, ça existait déjà. Et là, la nouvelle direction, c'est peut-être que pour les 2-3 prochaines saisons, ça va très bien fonctionner. Mais je suis pas sûr que l'équipe soit aussi pérenne dans le temps et que les coureurs ils restent aussi longtemps. Ah ouais, t'as peur de ça? Bah après, ouais, on va dire que c'est la direction que prend le vélo en général, mais
même en termes, comment dire, dans les sponsors sur leur investissement, tout ça, on sait que ça va être, si ça fonctionne pas, je suis pas sûr qu'ils restent. Donc, ce sera pour moi ça amènera peut-être moins de stabilité dans l'équipe. Mais je peux me tromper. Hein. Il faudra voir, en tout cas, avec le temps. Ce qu'on sait, c'est que, bon, en effet, AG2R La Mondiale s'est retiré, alors qu'ils étaient sponsors depuis sponsor titre depuis 2000, ils étaient arrivés dans l'équipe en 97. Donc ça faisait quand même une longue histoire avec l'équipe. Ils avaient même fini par racheter la structure qui est propriétaire de l'équipe à Vincent Lavenu, avec un petit forcing de ce qu'on a pu comprendre. Et la structure a été revendue à Decathlon ensuite l'année dernière. Donc Decathlon est propriétaire de l'équipe. L'entreprise Decathlon, propriétaire de l'équipe Decathlon CMA CGM. Donc, ce qui peut-être indiquer que il y a une volonté de voir loin à l'avenir, mais forcément, on n'a pas une boule de cristal, on peut pas dire, on peut pas prédire l'avenir. Mais j'aurais peut-être tendance à dire que s'il y a un Paul Sexas dans l'équipe, ça peut aider à faire tenir les sponsors. Ça, bon, on verra bien, mais c'est en tout cas la pépite sur laquelle l'équipe mise beaucoup. Toi, Mickaël, qu'est-ce que ça t'inspire l'ensemble des changements d'intersaison qu'il y a eu chez Decathlon CMA CGM, avec d'un côté tous les départs, toutes les arrivées qu'on a pu évoquer, qu'est-ce que ça t'inspire? Je comprends Seb quand il parle de l'âme de l'équipe, parce que quand on additionne le nombre de saisons dans l'équipe de certains partants, Cosnefroy, Vrandam, Berthet, bon, Peters, Bouchard, etc. Ça fait un paquet de saisons passées, même chez certains, déjà chez les jeunes dans la structure AG2R. Donc c'est vrai que ça fait bizarre autant de départs de ces, on va dire de coureurs qui étaient entre guillemets marqués l'équipe. Après, c'est une nouvelle ère. Ils ont décidé d'internationaliser un peu plus, de changer un peu la dynamique. Après, c'est comme des changements de cette ampleur. On ne sait jamais ce que ça va donner. Est-ce que ça sera une réussite? Est-ce que ça va complètement cracher et que dans 3 ans, CGM n'est plus là? Ah. Allez, c'est forcément dur à prédire, mais on peut aussi en même temps souligner qu'il y a un investissement assez fort qui permet d'augmenter le budget avec cette vision, cet objectif d'aller lutter avec les toutes premières équipes mondiales, déjà en termes de budget, et donc après derrière les résultats sportifs devraient pouvoir suivre ensuite. On pourra reparler du cas de l'équipe Decathlon CMA CGM plus en détail lorsqu'on fera le podcast sur les équipes françaises vraiment. On va faire ça bientôt début février au moment des premières courses françaises sur route. Mais pour finir, là, est-ce que on peut dire que pour vous Decathlon CMA CGM a fait le plus gros mercato, le plus gros recrutement d'une équipe sur cette intersaison ou pas? En termes de nombre et de qualité, ouais, je dirais oui. Parce que, il y a des équipes qui ont chopé des meilleurs coureurs, mais ça restait succinct. Là où AG2R, Decathlon, est allé chercher quand même beaucoup de coureurs, et puis des profils différents. Il y a Richie Tello, ça reste quand même le meilleur jeune de la dernière Vuelta, il finit 5e. Donc il y a des très bons coureurs. Donc sur le papier, c'est un très très beau recrutement. Mickaël, est-ce que tu places l'équipe Decathlon CMA CGM comme numéro 1 sur l'ensemble du recrutement? Avec la quantité et la qualité, oui, c'est parce que beaucoup d'autres équipes ont peut-être 2 grosses recrues, mais on va dire moins de qualité entre guillemets derrière. Là, normalement, il y a les 2 ici. Donc oui, mettre ça numéro 1, c'est pas déconnant. Après, on attend les premières courses pour vérifier ça. Oui, forcément, le plus important, c'est la vérité de la route. Voilà. Et donc on verra ce qui se passera. Écoutez, on verra peut-être que là, cette semaine, on aura les premières victoires. On sait pas, avec Nicolas Prodhomme qui emmène l'équipe en Australie sur le Tour Down Under.
À moins que la première victoire ait été sur le prologue ce mardi. Mais bon, j'ai envie de dire un pronostic Sam Watson, on verra aussi au moment de la publication si je me suis pas trompé. Euh, on va essayer de compléter un petit peu cette page des transferts marquants. Avec Anselme, tu avais un deuxième choix, et t'as choisi de viser un petit peu différent, mais en marquant de l'intersaison aussi. Ouais, bah c'est l'espèce de, on va dire, la fusion Lotto Intermarché qui a été un micmac a priori pour les coureurs. Et pas que Et les coureurs. Hein. ouais, pour enfin tout le staff, les DS et autres. Et du coup, là, c'est plutôt, c'est pas vraiment dans le positif, mais plutôt, bah, c'est après, c'est comment? Espérons que ça donne, ça ait créé, on va dire, un précédent et que à l'avenir, il y ait des certitudes qui soient demandées plus tôt pour tout le monde, parce que là, bah, ça a mis, je pense, quand même pas mal de personnes dans l'embarras. Euh, et c'est, on va dire, enfin, ça reste quand même une des équipes belges mythiques, hein, la Lotto avec qui est la deuxième pour moi équipe belge avec Soudal, et puis Intermarché qui était l'équipe qui montait. Et on voit que faute de, on va dire, en raison du coût des équipes aujourd'hui, les sponsors se sont associés et on n'en ont fait plus qu'une équipe. Mais bah pareil, à voir ce que ça va donner sur la saison parce que quand bon, évidemment pour certains coureurs, il n'y a pas eu, c'était vite réglé. Mais quand ton intersaison, c'est de savoir est-ce que tu auras une place ou pas, c'est pas toujours idéal pour se préparer. Ouais, c'est sûr que ça, ça a été très très long à se décanter. On a eu les annonces officielles début décembre, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est c'est pas la première fusion d'équipes, je mets des guillemets parce que c'est toujours compliqué de dire une fusion, en final on passe de deux à une équipe et il n'y a qu'une seule structure vraiment qui survit au bout du compte. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est pas forcément ce qu'il faudrait prendre en exemple en effet. Euh, Mickaël, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué sur toute cette histoire avec cette fusion de l'auto et d'Intermarché? Bah, elle est venue un peu de nulle part, dans un premier temps, et parce qu'on ne m'attendait pas du tout. Je pense que bah, le problème, c'est que les coureurs, surtout les principaux concernés, ne s'y attendaient pas du tout. Après, oui, c'est sûr, si on part du principe qu'il faut plus d'argent pour réussir dans le World Tour, parce que les budgets augmentent considérablement ces dernières années, l'idée sur le papier, pas déconnante, mais bon, c'est vrai que la mise en œuvre aurait pu être bien meilleure, ça c'est sûr. Et après, est-ce que l'équipe va vraiment être meilleure regroupée? Ça, c'est... Je m'interroge beaucoup. Oui, c'est sûr qu'au regard de ce que ça donne au final en 2026, moi je me l'étais mis vraiment dans le point interrogation pour 2026, tout ce qu'a donné cette fusion de deux équipes pour donner une seule équipe qui, j'ai envie de dire, a pas forcément l'air significativement plus forte que les deux séparément auparavant. Quand on perd Binyam Girmay et Louis Barré notamment du côté d'Intermarché, on perd pas mal de petits sprinters qui faisaient aussi la force de ces équipes. Un budget qui a pas l'air forcément... bon, on n'a pas forcément toutes les informations, mais on a l'impression qu'on est plus ou moins, peut-être à quelques millions au-dessus de ce qu'il y avait ces dernières années. Donc, bon, c'est vrai que un peu étonnant, on va dire, la façon dont ça s'est passé aussi, et aussi la façon dont ça a duré. Peut-être un peu une impression que ça a été préparé très tardivement. J'avais cru voir des informations, des rumeurs comme quoi ça s'était vraiment décanté au moment du Tour de France, alors que Stefano était sur le point d'apporter un sponsor, un deuxième sponsor à l'équipe Lotto. D'ailleurs, d'autant plus ironique quand on parle que c'était une branche belge d'Arkea qui serait venue aider Lotto avec Stefano.
C'est très particulier ce qui s'est passé dans cette intersaison. Ouais, c'est sûr que on peut dire que ça serait bien que 2026 et la fin d'année 2026, on n'est pas trop à se préoccuper de tous ces sujets-là. Mais bon, on verra bien. De toute façon, on a encore vu dans le genre à la fin d'année aussi tout un peu un imbroglio autour du sponsor Premier Tech qui s'est retiré de l'équipe Israël, devenu l'équipe NSN. J'ai un peu l'impression que pas mal d'équipes voulaient Premier Tech, parti dans tous les sens. Au final, Premier Tech est venu rejoindre Alpecin, l'équipe de Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen, ce qui a donc donné l'équipe Alpecin Premier Tech. Avec tout ça, j'espère que je vous ai pas perdu. On parlait de l'auto Intermarché, j'essaie de me remettre sur les rails. C'est le début de saison, il y a beaucoup trop de choses qui passent. Et bon, du coup, au final, pour l'auto Intermarché, on va quand même rappeler que bon, forcément, on n'a pas pu garder tout le monde de ces deux équipes, staff comme coureurs, évidemment. Même du côté de la Lotto, j'avais cité les coureurs qui étaient partis d'Intermarché, comme Louis Barré ou Binyam Girmay. Du côté de la Lotto, on a par exemple perdu Ariane Levins ou Alex Segart, notamment. Et au niveau des recrues, en dehors des coureurs qui venaient de ces deux équipes, Lotto et Intermarché, on a que Matthew Fox. Après, sinon, c'est les coureurs qui venaient des réserves éventuellement, comme Jarno Wider et Mathis Grisel. Là, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant à voir pour ces deux jeunes. Qu'est-ce que ça peut donner 2026 pour l'auto Intermarché Est-ce que ça peut donner quelque chose de vraiment différent sur la route de l'auto ou d'Intermarché, ou on va être sur la même ligne de conduite pour finir? Enfin, ça restait deux équipes, on va dire, de gaziers un peu baroudeurs roule toujours. Donc, je pense que dans les faits, ça va essayer de courir pareil. Mais est-ce que la dynamique sera la même? Faut voir, en fait, je pense que ça va surtout dépendre du début de saison, des premières courses. Si les résultats suivent, alors ça peut créer une bonne dynamique. Si par contre c'est plus compliqué, j'ai peur que la saison soit longue. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte le fait que on vient agglomérer deux collectifs et il faut que la mayonnaise prenne. On aura l'occasion assez rapidement de s'en rendre compte, même si niveau coureur, on est plutôt sur du 2 tiers Lotto, un tiers Intermarché. C'est pas facile à dire. Bref, en tout cas, on verra ça donc. Ça fait partie de ce qui a animé la fin d'année 2025. Bon voilà pour les transferts marquants. Bon, forcément on n'a pas évoqué tous les transferts, on n'est pas exhaustif, mais vous avez sur le forum, notamment du groupe Eto, vous avez notamment un récapitulatif de tous les transferts chez les hommes, tous les transferts chez les femmes, puisqu'on n'oublie pas chez les femmes aussi. Ça a été un petit peu moins animé, mais j'ai noté notamment Charlotte Cole qui avait quitté l'équipe Picnic dès août pour rejoindre ce qui est devenu Phoenix Premier Tech, et aussi l'équipe UAE qui s'est pas mal renforcée avec notamment l'arrivée de Mavic Garcia et de Paulina Royackers, deux grimpeuses de talent qui rejoignent donc l'équipe émirati aux côtés d'Elisa Longo Borghini. Et je vois que avec tout ça, il y a quand même une chose que je m'étais noté de côté que chez les hommes je n'ai pas cité, c'est le recrutement de l'équipe Ineos, qui a notamment recruté Oscar Onley, mais aussi Samuel Ford, ou encore les Français Dorian Godon et Kevin Vauquelin. On parlait des gros recrutements d'équipes avec Decathlon, CMA, CGM. Ineos, ça se place pas mal, quoi. C'est à la lutte au niveau des gros recrutements de cet hiver. Ouais, après, je suis un peu dubitatif parce que Wellsford, les sprinters chez les Anglais, ça a jamais vraiment complètement fonctionné. Jack Egg, ça n'avance plus trop. Donc c'est vraiment Onley et Vauquelin, c'est deux beaux transferts, mais à voir ce que ça va donner. Alors Ineos n'est plus la Sky, donc ça n'a plus, on va dire, l'aura qu'elle pouvait avoir. Mais on gardera un œil attentif dessus.
Évidemment. Ils ont un maillot qui change et qui attire l'œil. Sinon, C'est une bonne voilà. manière de le dire, un jour. Bon. Bah, quand je vois des photos du maillot, ça va, c'est l'ensemble qui va faire bizarre avec ce cuissard. Bah oui, je préfère l'ensemble de la réserve qui a un cuissard noir, ça passe mieux. Bah, faudra voir en peloton. Oui, voilà. Ça sera le plus important. Puis si on commence déjà à partir sur la mode, il y aura pas mal de choses Ah à oui, dire. Michael, un petit mot justement pour finir là rapidement sur Ineos qui recrute notamment Oscar Onley, Kevin Vauquelin et Samuel Ford. Bon, Oscar Onley, je pense que c'est le meilleur Britannique possible pour jouer les classements généraux. On l'a vu l'année dernière. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est venu. Bon, aussi que Picnic avait besoin d'argent. D'où son contrat qui a été racheté. Et les sprinters, effectivement, c'est à l'époque Sky, c'est vrai que ça me rappelle qu'il devait un peu se débrouiller un peu tout seul. Donc est-ce que Sam Westford s'est débrouillé tout seul? La question elle est là. Sinon ça peut être compliqué. Et Godon et Vauquelin, ça va être deux recrues françaises intéressantes. Godon qui peut sur les parcours accidentés faire de belles choses et même le course d'un jour. Et Vauquelin, alors là par contre, est-ce qu'il va pouvoir gravir quelques marques et enfin nous donner la fameuse victoire française sur une course World Tour par étape? La question est là. Voilà, la question est posée, en tout cas on verra. En tout cas c'est l'objectif de Kevin Vauquelin chez Ineos Grenadiers de viser les classements généraux des courses par étapes, qui est un objectif qui était fixé, anticipé bien avant le Tour de France de cette année, puisque il serait tombé d'accord avec l'équipe britannique dès le printemps et que ça commençait à réfléchir d'une vision vers les classements généraux. Et là, le fait de l'avoir vu faire 2e du Tour de Suisse, dans la foulée 7e du Tour de France, ça a certainement renforcé cette vision, cette envie, aussi bien pour Kevin Vauquelin que pour l'équipe Ineos Grenadiers. Donc on verra comment le Normand arrive à progresser dans cette voie, et ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. On va passer à la deuxième partie de ce podcast. Après les principaux transferts marquants, on va évoquer un petit peu plus rapidement, comme ça, pêle-mêle, déjà dans un premier temps, les interrogations qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, messieurs, avant le début de cette saison. Mickaël, toi, quelles interrogations tu as en tête, comme ça, avant d'attaquer la saison 2026 ? Alors, c'est vrai qu'on en a du coup largement parlé. C'était mis à peu près sur le même plan Ayuso, la Lidl, Remco, Red Bull pour en gros la gestion des leaders pour les classements généraux, parce que c'est des équipes où bon, la Lidl il y avait comment ça s'appelle un peu moins, mais bon, vu comment Skelmos avait parlé d'Ayuso, je me suis dit bon, j'attends de voir quand même s'ils sont alignés ensemble ce qui va se passer. Parce que si Skelmos n'y met pas du sien, et comme on a parlé plutôt dans ce podcast qu'Ayuso non plus, bon, ça risque d'être sympa. Et du coup, Remco dans le collet avec la Red Bull, où il y a déjà pas mal de monde. Comment ça va se passer son intégration? C'est vrai que oui, il va falloir faire des choix au niveau des compositions d'équipe, au niveau de la gestion du leadership. Ça va pas forcément être le plus évident. J'avais notamment vu du côté de la Red Bull que on partirait sur une répartition des leaders comme ceci. Pour le Giro, Giulio Pellizzari, Jay Hindley et peut-être Alexander Vlasov, même s'il serait plutôt... Faut voir s'il est encore en mesure d'être vraiment un leader de cette équipe. Pour le Tour de France, Remco Evenepoel et Florian Lipovic. Et pour la Vuelta, Primoz Roglic, avec peut-être d'autres noms précédemment cités qui viendraient doubler. Donc, déjà, ça veut dire que là, avec tout ça, Pellizzari, Hindley, Evenepoel, Lipovic, Roglic, ça nous fait 5 noms qui sont en mesure d'être leaders d'une équipe sur un grand tour. Est-ce qu'on n'est pas dans l'illustration même d'un problème qu'il peut y avoir actuellement d'une certaine concentration de leaders, où finalement, bon, c'est comme ça, et que même ça peut les aider les uns les autres à aller chercher des victoires? En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que en fait, on peut rejoindre une grosse équipe parce qu'on va avoir
bizarrement une grosse équipe, c'est-à-dire pas mal d'équipiers de gros niveau. Mais du coup, le problème, c'est que il y a beaucoup de gens de gros niveau justement, donc certaines équipes, il y en avoir 10 et qui peuvent, bon j'exagère peut-être, mais il y en a peut-être 10 qui peuvent viser le leadership. On est sur une course d'une semaine Ouais. importante déjà, donc du coup forcément, au bout d'un moment, tout le monde espère être le 2 ou la troisième option au pire dans la grosse équipe considérée, mais le problème c'est qu'à l'arrivée, il n'y a pas de place pour tout le monde, quoi qu'on veuille. Donc du coup, eux, du coup, il y a une concentration. Bon, eux, ils se déconcentrent entre guillemets, enfin Ayuso dans son cas, parce que il y avait beaucoup trop. Mais du coup, ça rajoute un peu de concentration chez les autres. Après, c'est un peu le problème du World Tour, hein, où il y a peut-être la moitié des équipes qui concentrent les 10-15 gros coureurs de classement généraux, ou allez, voire même 20, allez, si je veux allonger. Oui, voilà, c'est un petit peu cet aspect aussi il y a des coureurs qui se disent je vais préférer aller dans une top équipe où j'aurais peut-être un peu moins ma chance, mais comme il y a davantage de préparation, davantage de budget pour plein de choses, peut-être que ça peut m'aider dans mes performances plutôt que d'être le leader unique dans une équipe qui est un petit peu plus bas dans la hiérarchie, mais où on aura peut-être un peu moins de budget pour être on sera un peu moins accompagné, etc. Voilà, ça c'est des choix, des arbitrages qu'il faut faire, et voilà, on se retrouve avec ce genre de cas de la Red Bull qui l'illustre bien, on va dire. On a le cas du UAE, mais il y a Pogacar qui est tout devant, et après forcément face à Pogacar tout le monde sait s'incliner. Mais donc on verra un petit peu comment ça va se passer justement cette répartition des rôles dans les cas notamment de Red Bull et de Lidl Trek, comme tu l'as évoqué, Michael. Anselme, toi, quelle est ton interrogation de ce que tu m'avais donné avant en préparant ce podcast? Ça découle un petit peu de ça, non? Ouais, c'est ça, c'est un peu on va dire, l'interrogation sur, je veux dire, l'avenir, on va dire, du vélo comme on le connaît, mais c'est un peu tout ce qui suit de cette réforme World Tour avec de l'UCI, avec donc ces 18 équipes World Tour, puis ces grosses contis derrière, et cette espèce de top du panier qui aspire un peu tous les talents et qui de fait derrière assèche un peu le vivier. On sait notamment que pour beaucoup d'équipes en Conti Pro en deuxième division, la participation à un grand tour est quasiment vitale pour les sponsors. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu l'Auto Intermarché, il y a eu Arkea, enfin le modèle du vélo est très précaire. On se retrouve donc avec des équipes qui perdent leur vitrine. On a sur la Vuelta un roulement qui a été mis en place avec les équipes, mais avec le besoin d'être dans le top 30 UCI, on a maintenant Euskattel qui ne peut plus faire de grands tours. Et donc, moi, ça m'amène à me questionner sur ce que ça va donner derrière, parce que si aujourd'hui on a Pogacar, Vingegaard, tous les top coureurs, il faut que pour avoir ce niveau-là, il faut que derrière il y ait un vivier, il faut qu'il y ait des courses. Et donc, c'est plus une interrogation sur est-ce que le système actuel il va être périn, ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans une espèce on veut absolument avoir les meilleurs partout tout le temps, et on serait un peu en train de surconsommer notre sport, et derrière ça aurait plus de mal. On a vu qu'aujourd'hui les équipes vont chercher les coureurs quasiment en junior voire en cadet. À côté de ça, toutes les équipes amateurs, il y a eu beaucoup de mal en France, qui est un des plus gros, qu'un des plus beaux et des plus gros calendriers amateurs. Il y a eu beaucoup d'équipes qui sont arrêtées ces dernières années, et on voit aussi à côté tout le problème on va dire, de la santé mentale des coureurs, avec des retraites beaucoup plus tôt, des coureurs qui changent d'équipe parce que l'environnement ne leur va pas. Donc, disons qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer très vite, et moi, ça me fait questionner sur, on va dire, sur ce que ça va donner à
moyen et long terme. Ouais, ça fait beaucoup d'interrogations tout ça. Ouais. Mais globalement, ouais, c'est la façon dont le cyclisme change, évolue, et on va dire, pour résumer très schématiquement, tu t'inquiètes un petit peu d'une certaine fuite en avant des budgets, et que les meilleurs, les plus riches sont toujours plus riches, et qu'en bas de la pyramide, il y a plus grand chose pour avancer. Ouais, c'est ça. Bah, on va dire, pour schématiser, c'est un peu une ligue à l'américaine où ce qui compte, ce sera le spectacle avant tout, et il faut que les meilleurs soient partout. Et ça, on va dire, ça va avec cette volonté qu'il n'y ait plus de course World Tour qui chevauche, qui a Oui, été alors ça c'est un qui est serpent de mer aussi, hein. C'est depuis 2005 ouais, qu'on mais en qui parle. revient régulièrement. Tous les ans, ça revient un peu. Bon, je Donc, sais pas quand est-ce qu'on y arrivera. Bon, ce qui pose le plus problème, c'est Paris-Nice-Tirreno, parce que le reste, on a le chevauchement de la Catalogne avec l'E3 et Gand-Wevelgem. Je crois que c'est tout. Et bah, maintenant, avec le Tour de Suisse qui passe à 5 étapes, oui, ouais, voilà. je pense que À la limite, les deux classiques canadiennes en face de la Volta, mais vu que c'est pas le même fuseau horaire, limite c'est même encore plus bénéfique. Ça nous fait une journée encore plus longue à regarder du vélo. oh non, mais pour moi, le chevauchement, c'est pas un problème, mais mais oui, voilà. ça va dans ce sens il faut que partout où tu es, il faut qu'il y ait les meilleurs puissent y être. Oui, voilà, et tout cet aspect de certains qui veulent, voilà, certaines équipes, notamment menées par la Visma, et qui veulent un cyclisme un peu plus fermé, ou courir seulement les plus grosses courses, et que leurs coureurs ne fassent plus les plus petites courses entre guillemets, ce qui peut se voir leur vision du cyclisme par le calendrier que peuvent avoir certaines équipes qui vont assez peu courir finalement en dehors du World Tour. Ça, en effet, bon, je peux te rejoindre sur certains aspects, Anselme, mais on va dire heureusement qu'on a encore notre bonne vieille Coupe de France. Bon, qui a changé de nom, mais on va l'appeler Coupe de France encore. C'est plus la Coupe de France. Ah bon, non, moi c'est bon, la Coupe de France, ça va rester la Coupe de France. Gand-Wevelgem, ça va rester Gand-Wevelgem. Le Critérium du Dauphiné va rester le Critérium du Dauphiné. Ah ouais. Ah oui, non, pas il faut arrêter le branding là, et puis leur changement de nom. Non, Wevelgem, j'ai même pas retenu. C'est bref. Ouais, la Coupe de France, je sais même plus ce que c'est. Bref, c'est pas bien grave. L'important c'est qu'on se régale sur nos courses françaises. Hein, ça me faisait marrer de voir sur Twitter, il y a des fois ça disait les chat GPT Races. Mais qu'est-ce qu'on se régale sur ces courses. Allez-y, oui, du bordel, c'est ça qu'on veut. Donc ouais, on va profiter. Il y a du positif dans ce qu'on voit, et on aura encore de quoi se régaler sur les courses. Peu importe où ça sera, je sais que toi, Anselme, t'es en train de te chauffer le très galé sur la course qui vient de se lancer en Inde. Tu vois, il y a du positif à trouver partout. Voilà. Bah non, mais heureusement que les petites courses sont diffusées. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, je m'étais noté quelques petites interrogations aussi comme ça. Je vais pas forcément tout citer, mais j'avais notamment en tête, on avait évoqué Oscar Only qui quitte l'équipe Picnic pour Ineos. J'ai ce truc de me dire que fait la Picnic en World Tour en 2026, quand on voit que cette équipe a perdu encore donc notamment Oscar Only, visiblement pour des questions budgétaires, hein. Le contrat de l'Écossais a été cassé, ce qui a rapporté quelques millions, ce qui permet, de ce que j'ai vu, à l'équipe Picnic de s'assurer la présence pour 2026. On sait que la formation néerlandaise n'a une licence World Tour que pour 2026, et pas pour les 3 années, parce que il n'y a pas d'assurance des sponsors pour une présence au-delà de 2026. Pour l'instant, c'est si j'ai bien compris, c'était plus ou moins ce qu'expliquait la direction de l'équipe Picnic PostNL. Donc année après année, perdre des coureurs. Alors on sait que la Picnic, anciennement Sunweb, DSM, tout ce que vous voulez, a ce savoir-faire de faire éclore des jeunes année après année, qu'on peut se dire finalement ils perdent encore un leader, mais ils vont en faire éclore deux.
mais sur le papier, c'est pas une équipe qui a vraiment beaucoup de gros noms. Je crois qu'Anselme, tu regardais avant qu'on commence ce podcast, les coureurs qui sont dans le top 100, 200 classement mondial, il y en a 2. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avec Mickaël. C'était Pavel Bittner et Frank Vandenbroek. ouais, c'est ça, ouais, parce que Max Poole n'y est pas. Ouais, c'est ça. Parce que, Ouais, non, c'est compliqué cette équipe. Après, on disait justement, au moins ces coureurs-là, si tu marches un peu, tu peux être leader d'équipe. C'est l'avantage. Ah oui, là, il y a de quoi faire. Donc, allez, on va prendre les paris. Qui, chez Picnic, va se révéler cette année? Moi, je vais forcément prendre Juan Guillermo Martinez. Je sais pas pourquoi j'étais parti direct là-dessus pour toi, mais... C'est trop surprise. Ah, toi, il vient de faire son premier grand tour, t'éclos la saison d'après, c'est évident. Oui, et puis il a quelques résultats. Il avait fait notamment 3e du Tour de Turquie. Oh non, il a fait avec quelques bonnes placettes. Un jeune grimpeur prometteur. Puis bon, Michael, je sais pas si comme ça, il y a un nom, un jeune qui te vient à la tête comme ça, mais j'ai... On va dire Alexis Fort-Prost. Ouais, voilà, comme ça, moi j'avais très envie de voir ce que Alexis Fort-Pro pouvait donner. Lui qui a vécu 2 premières années pro pas évidentes chez Intermarché Wanty, s'il peut arriver à bien se relancer aux Pays-Bas, ça serait positif pour lui, ça serait chouette. Et on va finir avec petit bonus, mais je voulais quand même le garder pour finir sur une note positive, ce premier podcast de l'année. Qu'est-ce que vous attendez dans l'ensemble sur cette saison 2026 Anselme, pour commencer, tiens, je vais te donner la parole. Et bah moi, au vu de la startlist annoncée pour l'instant, j'attends le Giro. Parce que il y a un nombre de noms annoncés très sympathiques. Et parce que il y a Enric Mas. Qui va découvrir le Giro. Fois que enfin il lâche le Tour de France où il galère un peu ces derniers temps. Enfin, je me dis enfin, et puis en plus il aura plus de repos cet été et il reviendra encore meilleur sur la Vuelta. Non, ça va être une super année, c'est sûr. Il sera frais pimpant pour faire 3e de la Vuelta une fois encore. Mais c'est vrai qu'on est sur le papier sur une grosse start list puisqu'on annonce Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Carapaz, Enric Mas, Ben O'Connor, j'ai Félix Gall, il y a 3 mecs chez Red Giulio Bull. Pellizzari, Landa. N'oublie pas Landa, sinon il y en a qui vont te taper sur les doigts. Mikel Landa, Clément Berthet aussi, côté français, Mathis Rondel, aux côtés de Michael Storer. Après, je suis en train de voir la startlist proposée par UAE, a priori. Yates, Vine, Almeida. On va pas s'amuser. En même temps, est-ce que tu attends d'une start list UAE sur un gros tour de ne pas avoir au moins 3 leaders pour la montagne? Non. Voilà. On en revient à notre problématique des concentrations de grimpeurs. Mais bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Donc bon, en tout cas, Anselme, t'attends pas mal de ce Giro. Puis, je note aussi un côté sprinter, ça devrait être pas mal non plus, avec notamment, on peut dire peut-être un duel Paul Magnet de Jonathan Milan. Mais on est encore loin, le Giro est encore loin. Ouais, puis il y aura du Danny Wood Popel pour venir un peu foutre le bazar là-dedans. Mais il a pas de Samuel Ford à emmener, donc il pourra pas faire n'importe quoi dans le train, c'est dommage. Oh, bah, il le fera pour son compte, ça c'est pas un problème. Michael, toi, qu'est-ce que tu attends de 2026? Alors, en termes de calendrier, là, c'est sûr que s'il faut choisir un grand... Moi, c'est que j'avais mis autre chose. C'est vrai que c'était plus resté sur les transferts. J'avais mis les Français chez Ineos. Tant Axel Laurence, Godon et Vauquelin. J'ai envie de voir, surtout en plus pour les 2 derniers nommés qui arrivent, ce que ça va donner. Parce que pour découvrir une équipe étrangère pour ces deux-là, comme que je l'ai déjà dit plus tôt, on espère pour Vauquelin pour une belle course d'une semaine. Et j'ai mis comme petit point rapide, c'est c'est une pro team, mais bon, c'est Unibet. Il y a beaucoup de recrues, enfin on va dire de noms, qui ont eu pour certains de très belles carrières. Maintenant, j'avoue que j'attends de voir ce que ça va donner pour eux chez Unibet. Surtout Unibet qui, en plus, vu le problème de concentration qu'on a parlé plutôt de podcast des difficultés des équipes,
le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ils ont de bonnes chances de faire le Tour de France. Donc, j'ai envie de voir ce que ça peut faire cette équipe sur le Tour de France, parce que il y a de quoi aligner un bon 8, quand même. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai qu'au niveau des équipes qui devraient être présentes au départ du Tour de France, si on prend les 23 premières équipes, à savoir donc les 18 équipes pour le Tour, on rajoute les 3 équipes qui sont automatiquement invitées, à savoir Cofidis, Tudor et Q36.5, il reste donc 2 wildcards. Bon, on peut imaginer très fortement qu'il y en aura une pour Total Energy, et derrière, en effet, une Unibet Rose Rocket, ça me semble être l'équipe la plus propice à ça. Sinon, on a les équipes italiennes, espagnoles. Quand on voit le recrutement qu'a fait l'équipe Unibet Rose Rocket, avec notamment en tête d'affiche Dylan Groenewegen, quand même, pour le sprinter néerlandais qui espère se relancer au sein de l'équipe néerlando-française. Mais on a aussi des coureurs comme Clément Venturini, comme Wout Poels, comme Victor Lafay, comme Mathias Kopecky. Bref, il y a de quoi faire. Ça peut être très intéressant. Puis en effet, t'avais évoqué pas mal de noms. Ça permet à l'équipe d'arriver à 30 coureurs. Donc ça permet quand même de l'expliquer. Bon voilà, moi j'avais vraiment noté dans un coin de ma tête Unibet, parce que j'ai très envie de voir. C'est pas forcément très clinquant sur le papier, c'est une équipe de 2ème division, comme tu disais, mais la façon dont l'équipe progresse saison après saison, ça peut être vraiment assez intéressant. Et voilà, tout ça, ça peut promettre pas mal de choses. J'aimerais bien dire j'aimerais bien voir un peu de variété au niveau des grandes victoires, mais je suis pas sûr que ça soit pour 2026 encore. Pas parti pour. Mais l'espoir fait vivre, donc on va continuer d'avoir de l'espoir, en tout cas. En tout cas, de mon côté, je vais continuer. Mais bon. Écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On avait pas mal de choses à dire pour faire le point tranquillement avant le début de cette saison. Enfin, avant. Cette saison a déjà commencé, trop rapide pour nous. Avec justement le Tour Down Under Home cette semaine. Et cette année encore, on peut continuer de vous proposer les résumés de cette course, par exemple, sur YouTube. Ça fait partie des quelques courses pour lesquelles on peut vous proposer des résumés sur YouTube. Donc, comme ça, vous pouvez dormir tranquillement. Et le matin, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous regardez le résumé sur notre chaîne YouTube. Parce que on va pas se cacher, les courses australiennes, il faut être matinal. Et parfois, ça fait mal. Si jamais il y a des choses que vous, qui nous écoutez, avez relevé de marquant sur cette intersaison qu'on n'a pas évoquée, n'hésitez pas à nous en faire part. On n'a pas pu être exhaustif, donc il y a peut-être des choses qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas évoquées. On reviendra pour parler des équipes françaises un petit peu plus tard, d'ici 2 semaines, en tout cas début février, au moment des premières courses françaises de la saison sur route. Pour le prochain podcast, la semaine prochaine, on parlera cyclocross, puisqu'on aura les championnats du monde de cyclocross à Ulst, aux Pays-Bas, 31 janvier, 1er février, avec peut-être un 8e titre mondial à la clé pour Mathieu Van Der Poel. Bref, je ne vous en dis pas trop. En attendant, déjà je vais vous remercier, Anselme et Mickaël, d'avoir participé, d'avoir donné comme ça ce qui vous tient à cœur, de ce que vous retenez de cette intersaison, de ce que vous avez envie de voir aussi en 2026. C'est important. Écoutez, n'hésitez pas à partager vos pronostics à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. En attendant le prochain Chasse-Patate, donc la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse-Patate.